Soukhan-Daria. C'est là qu'a débuté la période la plus difficile de ma vie. Celle qui a eu une influence considérable sur le cours de mon destin. En mars 1992, j'ai été nommé chef du département des affaires intérieures, DAI, de l'une des 12 régions de l'Ouzbékistan, Soukhan-Daria. Rappelons que l'Ouzbékistan, ancienne république soviétique, avait obtenu son indépendance le 31 août 1991. Sous mon contrôle, plus de 8000 personnes, la gendarmerie et les forces spéciales. La région de Soukhan-Daria, vous le savez, est la région la plus méridionale de l'Ouzbékistan, le centre administratif étant Termez. Au sud, c'est la frontière avec l'Afghanistan, au sud-ouest avec le Turkménistan, au nord-ouest avec le Tadjikistan. Cette région était une véritable poudrière. D'un point de vue géopolitique, le pays était séparé de l'Afghanistan par une frontière naturelle du fleuve Amou Daria, renforcée par des gardes frontières et l'armée ouzbèque. Par contre, les frontières avec les deux autres anciennes républiques soviétiques, ce qui représente plus de 500 km, étaient ouvertes. Cette année-là, une guerre civile a éclaté au Tadjikistan. Pendant la guerre civile du début des années 1990, les Vovtchiki d'obédience wahhabite, bizarrement, ont fait alliance avec l'intelligentsia démocratique de Doutchambe. Dans le même temps, des représentants du sud ouzbek ont conclu une alliance avec les régions nord du Tadjikistan, car la renaissance nationale islamique menaçait fortement tous les Tadjiks impurs et insuffisamment religieux. Des deux côtés, il y a eu beaucoup de morts. Les unités armées pouvaient infiltrer le territoire ouzbek à tout moment et tuer des centaines de personnes. Ensuite, il faut vous préciser qu'en 1989, l'armée soviétique avait mis fin à la guerre en Afghanistan et que lors de leur retrait, les troupes soviétiques ont regagné la Russie en passant par la région de Soukhan-Daria, où l'armée a laissé une grande quantité d'armes. Celles-ci se sont retrouvées entre les mains de la population et cela a affecté le nombre de crimes. De nombreux meurtres et autres graves délits ont été perpétrés dans la région avec l'utilisation de ces armes à feu. Par ailleurs, l'Afghanistan est l'un des plus grands centres internationaux de production de médicaments. Plus de 200 000 tonnes d'opium y sont produites chaque année. Soukhan-Daria est le centre de transit le plus pratique pour l'expédition vers l'Europe et la Russie. Pour cette raison, d'importants gangs de mafia de la drogue opéraient dans la région. Cela s'ajoutait aux conséquences des années de guerre civile en Afghanistan, qui en 1992 était à proximité de la frontière, avec des risques que les talibans pénètrent sur le territoire. De surcroît, dans chaque ville de la région de Soukhan-Daria, les autorités criminelles locales avaient établi leurs propres règles, terrorisant la population locale et les chefs d'administration. Juste avant ma nomination, une nuit, une grenade a été lancée dans la maison du chef de la police de Termez. Par chance, il n'y a pas eu de blessés. Avant mon arrivée, de nombreux employés ont été licenciés en raison de leur lien avec la mafia de la drogue. Enfin, dernier point et non des moindres, certains dirigeants étaient opposés à ma nomination et il a fallu l'intervention personnelle du président de la République pour que je sois nommé chef de la police. J'ai compris ensuite que c'était parce qu'ils étaient corrompus. On pourrait encore ajouter une difficulté, le climat. En été, la chaleur atteint 50 à 60 degrés dans la ville de Termez. Il y avait beaucoup de moustiques anophèles. Leur piqûre rend malade jusqu'à 40 jours et laisse un abcès à l'endroit de la morsure. C'est dans ces conditions très complexes que j'ai dû me mettre au travail dans ce nouveau poste. Je menais une vie très active. Me levais à 5 heures du matin, jouais pendant 2 heures au tennis avec des enfants dans le gymnase du DAI. Je jeûnais souvent, je travaillais très tard le soir. À mon arrivée à Termez, la première chose que j'ai faite a été de créer des forces spéciales de 100 employés, en mettant en place des formations spécifiques.
Dans chaque district, nous avons soigneusement vérifié les activités de toutes les personnes ayant un casier judiciaire et recherché des armes. En seulement 1 an, nous en avons confisqué plus de 20 000. Comme je l'ai déjà dit, nous avions, avec le Tadjikistan, une frontière commune de 400 km à sécuriser. Pour cela, le ministère de l'Intérieur a envoyé plus de 1500 personnes. Il m'a fallu les coordonner et diriger leurs activités. Pour renforcer les contrôles, des groupes des forces spéciales ont été affectés à chaque ville de la frontière. Sur l'ordre du président, nous avons créé un régiment de troupes internes, comptant 2000 personnes. Au poste de commandant, j'ai placé un homme nommé Ibragimov. Il était le responsable de l'un des services avec un grade de major. Il ne voulait pas y aller. Lors de notre conversation, je lui ai conseillé d'accepter car ce poste pouvait lui permettre d'accéder rapidement au grade de colonel. Et j'ai eu raison. Par la suite, il deviendra non seulement colonel, mais aussi lieutenant général, commandant des troupes frontalières de la République. Au cours de l'année, nous avons formé un régiment, construit une base, et ce régime a pris en charge la garde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de la frontière avec le Tadjikistan. Par hélicoptère, le commandant du régiment livrait de la nourriture et du carburant au poste frontalier. Un jour, Ibragimov, avec le chef d'état-major et d'autres, au total 14 personnes, se sont envolés en hélicoptère vers la frontière. Survolant le réservoir du Kumgaran, pour le contempler, ils ont voulu descendre au plus près. Ils sont tombés dans l'eau. Tard dans la soirée, j'ai reçu un message et j'ai pris la route sur le champ. En arrivant, j'ai vu que l'appareil avait chaviré à environ 100 mètres du rivage, les roues dépassant de l'eau. J'ai vu le visage du pilote, comme un morceau de viande sanglante. Ibragimov a survécu, sauvé par un soldat qui avait embarqué avec eux. Il y a des gens chanceux, car il est presque impossible de survivre à un tel accident. La guerre au Tadjikistan s'intensifiait, faisant beaucoup de morts. Un jour, j'ai dû survoler la frontière et j'ai vu littéralement des villages entiers brûlés. Il ne restait que des murs. Des milliers de réfugiés affluaient, demandant l'autorisation d'entrer en Ouzbékistan. Cependant, il y avait un ordre très clair du président pour en interdire l'accès. Nous ne savions que répondre à ces gens et comment leur expliquer. Parfois, je prenais la responsabilité de laisser entrer des familles qui avaient des parents dans notre région pour qu'ils puissent se réfugier chez eux. Nous avons transféré des réfugiés au Turkménistan, qui les a acceptés. D'autres sont repartis en Afghanistan. J'ai entendu dire que de nombreuses familles vendaient leurs filles pour rien, juste pour se nourrir. Au Tadjikistan, les conflits opposaient différents segments de la population, entre les islamistes radicaux et d'autres groupes, entre ouzbeks et tadjiks, entre divers groupes de tadjiks selon les régions. Le président Karimov a décidé de soutenir des milices de la région de Kouliab qui se battaient contre les islamistes radicaux. Ils étaient dirigés par Safarov, un ancien voleur. J'ai appris qu'à la suite du conflit, il avait abattu son prédécesseur, Rziaïev. Sous la direction du président, ils ont reçu toute l'aide nécessaire. Ces milices, d'environ 25 à 30 personnes, étaient soi-disant les commandants de terrain. Je devais souvent les rencontrer et m'asseoir avec eux à la même table. Ils venaient régulièrement à Termez chercher des armes, de la nourriture et du matériel militaire. Et aussi pour se reposer, boire de l'alcool. Beaucoup d'alcool. Safarov était un petit homme aux cheveux gris. Il portait une veste de cuir et un pistolet Stechkin accroché sur le côté. Il ressemblait à un commissaire de la guerre civile des années 20. Âgé d'une 60aine d'années, tout le monde l'appelait Bobo, grand-père. Même Rachmaninoff, le futur président du Tadjikistan, qui était aussi l'un des commandants sur le terrain, le nommait respectueusement ainsi, étant aux petits soins avec lui, lui versant de l'alcool.
Une fois, lors d'une conversation, il m'a demandé d'où je venais. Quand il a découvert que j'étais de Samarcande, il s'est dit ravi car ses ancêtres en étaient aussi, de même que, me rappela-t-il, les ancêtres du héros de l'Afghanistan, le général Massoud. Il m'a raconté qu'il avait été jugé pour divers crimes, plusieurs fois, et avait purgé sa peine dans les colonies spéciales de la région de Navoï, pendant plus de 12 ans, et m'a montré sa bague de voleur. Je me souviens également de Soliev, le futur ministre des Affaires intérieures du Tadjikistan, quelqu'un de calme et d'amical, qui était une autorité criminelle dans la ville de Doutchambe. Je n'ai pas oublié non plus Faisali Saïdov, mais pour d'autres raisons. Il me faisait penser à un toxicomane, avec une sorte d'instabilité de caractère, d'imprévisibilité. Par la suite, il tirera sur Safarov et sera tué à son tour par sa garde. Safarov a rencontré à la frontière tadjik-afghane des représentants des réfugiés tadjiks partis en Afghanistan. Là-bas, il a personnellement promis la sécurité des personnes à leur retour dans leur pays d'origine, disant qu'il traiterait lui-même avec les commandants sur le terrain, harcelant les réfugiés dans la région de Khatlon. Selon les témoins oculaires, le discours de Safarov a impressionné le plus favorablement les représentants des réfugiés. Sur le chemin du retour, Safarov, accompagné de gardes du corps, se rend au siège de Saïdov, qui se distingue par l'attitude la plus cruelle envers les réfugiés revenant d'Afghanistan. Safarov souhaitait aussi dissiper les divergences entre eux et les commandants de terrain du NFT, afin de rétablir une vie paisible dans la République. Saïdov avait de son côté une raison personnelle de haïr l'opposition, car son père avait été tragiquement tué pendant la guerre civile. En plus, il voyait en Safarov un concurrent plus performant, qui s'était frayé un chemin vers les sommets du pouvoir dans le pays. Safarov s'est donc rendu dans la maison de Saïdov. Selon son frère Hussein, les lumières étaient éteintes dans leur rue ce soir-là. Il faisait déjà nuit quand, vers 22 heures, Safarov est arrivé chez eux avec ses 3 gardes du corps et un chauffeur. Le chauffeur est resté dans la voiture sur la route. Les gardes du corps, parmi lesquels les 2 neveux de Safarov, se trouvaient dans la cour de la maison. Il n'avait gardé que Soliboy, son garde du corps personnel qu'il protégeait 24 heures sur 24. Jusqu'à 1h30 du matin, Saïdov et Safarov ont discuté et bu du thé. Aucun témoignage ne nous permet de savoir de quoi ils ont parlé. Mais selon la femme et le frère de Saïdov, la conversation était calme, sans dispute. Vers 2h30 du matin, l'invité s'est levé. Le propriétaire l'a raccompagné à la porte. Selon Hussein, Saïdov n'avait aucune arme sur lui. 6 personnes sont sorties par la porte. Saïdov avec son garde, Safarov avec 3 des siens. 3 minutes plus tard, un premier coup de feu a retenti, puis 2 autres. Alors, les mitrailleuses ont crevé le silence de la nuit. La femme de Saïdov et son frère se sont précipités dans la rue pour découvrir une image terrible. Tous les gardes de Safarov avaient été tués. Soliboy était blessé au bras et au poumon. Le chauffeur de Safarov s'était échappé. Saïdov gisait sur le dos, sur le chemin menant à la porte de la maison. Il était encore en vie. En face de lui, littéralement à 3 pas, Safarov gémissait. À ce moment-là, ils étaient encore tous les 2 en vie. Selon les mémoires de Hussein, Safarov, une main sur sa blessure, faisait avec l'autre le geste de se protéger des coups de feu déjà arrêtés. « Attendez, attendez !» 1 minute plus tard, il est décédé. Les derniers mots de Saïdov étaient pleins de haine. « Scoundrel, pourriture, t'as encore accompli ton sale boulot !»
Hussein a ramassé son frère et l'a porté dans la cour sur le lit à chevalet. Le corps de Saïdov est resté allongé aux portes de la maison jusqu'au matin. Le lendemain, le procureur Boboronov de la région de Khatlon est arrivé en voiture de police avec une ambulance et un véhicule de l'armée. Sur place, ils ont découvert les cadavres des 3 autres gardes de Saïdov. Personne ne pouvait expliquer d'où et comment les cadavres étaient apparus. Les soldats ont chargé le corps de Safarov dans l'ambulance et l'ont emmené à Koulob. Les forces de l'ordre ont présenté leur version des faits à la famille de Saïdov. Selon cette version, Safarov aurait ouvert le feu et tué Saïdov d'un premier tir dans la tête, puis blessé ses gardes de 2 autres tirs. Safarov lui-même aurait été abattu par 2 autres gardes de Saïdov accourus au bruit des tirs. Les cadavres de ces derniers avaient été retrouvés le matin. Ainsi, les anciens alliés se seraient entretués. Selon les dires de la femme de Saïdov, Soliboy aurait confirmé que Safarov avait ouvert le feu sur Saïdov. Il existe d'autres versions des faits. Selon la première, les anciens alliés se sont entretués suite à des différends internes. Saïdov et Safarov n'ont jamais été amis, mais ils étaient alliés pendant la guerre civile, luttant du même côté des barricades. Le leader du Front populaire du Tadjikistan, Safarov, faisait alors confiance à Saïdov, qu'il appelait son fils, surtout après avoir appris le sort tragique de son père. Mais au printemps 1993, leur relation s'était dégradée. Selon la femme de Saïdov, 1 mois avant le meurtre, Safarov avait arrêté de fréquenter leur maison. D'après sa famille, peu avant sa mort, Saïdov était allé à Doutchambe, où il a reçu le grade de colonel et le poste de commandant d'une unité spéciale du ministère de l'Intérieur. Le gouvernement l'avait missionné pour désarmer la population civile. En effet, à cette époque, le banditisme armé et le pillage fleurissaient dans tout le pays, avec des tonnes d'armes en circulation libre. Dans le même temps, Safarov avait annoncé la dissolution et le désarmement du Front populaire, son discours étant transmis par la chaîne gouvernementale le 12 mars. Tous les combattants n'étaient pas d'accord pour rendre les armes. Des conflits alors avaient éclaté. Il n'est pas exclu que ce soit sur ce terrain que les rapports entre Saïdov et Safarov se soient gâchés. On raconte que le jour de son meurtre, Safarov avait reçu la visite de 3 inconnus. Son chauffeur, interrogé par le frère de Saïdov, a témoigné pour dire que ces personnes avaient longuement discuté avec Safarov et que ce dernier était très nerveux et jurait tout le temps. Selon la deuxième version, les meurtres des 2 leaders du Front populaire ont été commandés. Par qui ? Par des ennemis du camp de l'opposition ? Par des anciens collaborateurs qui n'avaient plus besoin d'eux ? Par les services spéciaux des États étrangers voulant provoquer un nouveau rebondissement au Tadjikistan ? Les vraies circonstances de ces 2 meurtres restent méconnues à ce jour, en grande partie à cause de l'absence d'expertise médicale. Le 31 mars 1993, un deuil national a été déclaré au Tadjikistan. Safarov a été enterré à Kouliab, dans la région de Khatlon. Une des rues de Kouliab porte désormais son nom. La tombe de Saïdov se trouve sur le terrain d'une école technique agricole, renommée en son honneur. Aujourd'hui, qui, à part leur famille, se souvient de ces 2 personnages illustres de la guerre civile ? À cette époque, j'ai aussi fréquenté Dostom. D'abord général, puis maréchal et vice-président, il a contrôlé le nord de l'Afghanistan, jusqu'aux récents événements de 2021. C'était un grand homme corpulent et prétentieux. La guerre en Afghanistan a pris un caractère féroce,
et les talibans se sont rapprochés de nos frontières. Le général Kobil, lorsqu'il se trouvait d'abord au col de Salang, est passé avec ses 2 divisions du côté des talibans. Abdul Malik, né d'une mère ouzbek et d'un père Pachtchoun, a été subordonné par les talibans pour qu'il leur livre la ville. Les combattants de son régiment se sont alors rebellés contre Dostom en province, à Faryab, et ils ont ouvert les portes de la ville aux étudiants islamistes. Le frère d'Abdul Malik a été tué sur l'ordre de Dostom, comme il le soupçonnait. Pourtant, Dostom, présent aux funérailles, a juré qu'il n'y était pour rien. Plus tard, il est lui-même passé du côté de l'opposition. Dostom venait en Ouzbékistan principalement pour demander de l'aide militaire et matérielle. J'avais souvent affaire à des Afghans qui demeuraient à Termez où ils venaient pour le business, car pour eux, tout était business. La production et la vente de drogue. La guerre. Lors d'une conversation que nous avons eue, Dostom, pensif, m'a fait part de cette réflexion. Des adolescents de 13-14 ans viennent me voir. Ils ne me demandent pas un travail, mais des mitraillettes pour faire la guerre et gagner ainsi de l'argent. Il n'y aura probablement jamais de paix dans mon pays natal. En réfléchissant sur les paroles du général Dostum et du leader du Front populaire du Tadjikistan, Sangak, je me suis dit que l'Asie centrale s'est transformée en un carrefour sanglant où entraient en collision des intérêts des plus grands empires du monde. Des millions d'Ouzbeks ont fui en Afghanistan et ont fait la guerre jusqu'à aujourd'hui. D'abord contre l'URSS, puis contre les États-Unis. La guerre s'est transformée pour eux en un mode de vie, un business. Ils n'imaginent même plus de vie différente. Ma famille aussi a été touchée par la guerre. Mes 2 grands-pères ont été tués par les soldats de l'armée rouge. Mes 3 oncles, du côté paternel, par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Afghanistan est en guerre depuis 1979. Et puis, il y a eu la guerre civile au Tadjikistan, où des milliers d'innocents ont péri. Et moi, pendant plusieurs années, en tant que chef de la police, à la tête de 8000 soldats placés à la frontière entre les 2 États, j'ai participé directement à la guerre.